Donc sans plus tarder, mais en attendant néanmoins qu'il puisse avoir le temps de s'asseoir, je cède la parole à Amit Bozarslan, qui est directeur d'études à l'EHESS et qui nous présentera donc une intervention intitulée « Les révolutions arabes à la lumière des événements d'Algérie, du Soudan, d'Irak et du Liban ». Merci, Monsieur le Président. Donc, avant de commencer, je souhaiterais saluer à mon tour mon ami professeur Yad Manachour, parce que pour moi, tu représentes deux choses. En premier lieu, un état d'inquiétude, un état d'intranquillité que tu as exprimé dès le début, sans sacrifier pour autant l'optimisme nécessaire quand même à l'action citoyenne. Et puis, en deuxième lieu, ne pas jeter avec l'eau de bain, le bébé, ça veut dire les aspirations des configurations révolutionnaires tunisiennes, mais aussi arabes de 2011. Et 10 ans après, effectivement, les configurations révolutionnaires arabes, un terme que j'utilise dans le sens de Norbert Elias, pour ne pas utiliser le terme de révolution, on y reviendra si vous voulez. On a eu une nouvelle vague de contestation révolutionnaire dans le monde arabe entre 2019 et 2021, et ce n'est pas fini. Dans 4 pays, l'Algérie, le Soudan, l'Irak et le Liban. Et à l'évidence, à 10 ans d'écart, ces nouvelles contestations révolutionnaires partageaient plus ou moins les mêmes caractéristiques, les mêmes aspirations que s'exprimaient en 2011 à Tunis et au Caire, mais aussi ailleurs. Quelles étaient ces aspirations? La dignité, l'égalité, la liberté. La double passion tocquevillienne, autrement dit une société démocratique, doit être à la fois égalitaire et libre. On ne peut absolument pas dissocier ces deux passions démocratiques. La sortie d'un autoritarisme massif qui était là depuis des décennies. La sortie de la fatigue sociale. Ces sociétés qui sont épuisées par la dictature, mais aussi par les contraintes économiques, la routine. Et on n'a pas pris en considération assez cette notion de fatigue sociale qui joue, à mon sens, un rôle décisif dans pas mal de contestations, y compris dans les contestations des indignés qu'on observait il y a une dizaine d'années en Europe. De sortir d'une violence structurelle que le monde arabe produisait à ses marges, mais qui menaçait les sociétés arabes dans leur cœur. Et puis, surtout, de sortir de la certitude de pouvoir. On a beaucoup mentionné Claude Lefort avec sa notion de l'incertitude démocratique, mais en un frappage, Claude Lefort précise que l'incertitude démocratique, c'est aussi une réponse à la certitude de pouvoir. Le lieu vide de pouvoir signifie que le pouvoir n'est pas donné une fois pour toutes, le pouvoir est constamment investi et transformé par l'action citoyenne, mais pour que cette incertitude puisse être gérée, il faudrait un état de droit, lequel état de droit ne peut pas être fixé non plus une fois pour toutes. Et le cri qui n'a jamais été scandé en 2011 à Tunis et au Caire était le suivant: nous, le peuple uni, revendiquons notre droit d'être divisé. Wir sind das Volk signifie en réalité nous sommes un peuple conflictuel. Nous sommes un peuple dissensuel et c'est le dissensus, le conflit qui permet à une démocratie autant que le consensus de se maintenir. Et une société conflictuelle, dissensuelle, signifie une société qui a intégré la démocratie bourgeoise définie à la fois en termes de classe, autrement dit la démocratie telle qu'elle a émergé en Europe, pas en Amérique, mais en Europe, à travers l'action de ce qu'on appelait le tiers-État, mais aussi démocratie bürgerliche, ça veut dire citoyen. Donc, on a énormément de parallèles qui nous permettent de faire une comparaison entre 2011 et 2019-2021. Pourtant, il y a aussi des différences. Et la principale différence, c'est que le contexte a changé. En 2011, on estimait que les révolutions arabes ou les configurations révolutionnaires arabes commençaient une nouvelle page, non seulement
dans l'histoire du monde arabe, que le monde arabe enfin sortait de sa malédiction, de son malheur, que le monde arabe intégrait l'histoire universelle à travers les révolutions, mais en intégrant l'histoire universelle, le monde arabe permettait aussi à l'histoire universelle de se redéfinir. Nombre étaient effectivement de penseurs, d'historiens, de spécialistes ou non du Moyen-Orient qui, à ce moment-là, écrivaient que l'histoire des révolutions qui avait été marquée par la terreur en France et par l'horreur d'octobre 1917 et le léninisme et le stalinisme par la suite en Union soviétique pouvait de nouveau commencer, que la révolution redevenait démocratique comme elle était en 1789. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, rare était le moment où le monde arabe avait à tel point intégré l'histoire universelle au point de constituer pour une courte période son avenir. En 2019-2021, on n'est définitivement pas dans cette situation-là. Ce qui s'est passé dans ces 4 pays, l'Irak, l'Irak, le Liban, l'Algérie et le Soudan, ont été considérés comme des événements de faits divers dans l'histoire mondiale et ne relevant que finalement d'une histoire locale, strictement locale, sans impact ni régional ni universel. À cela, il y a plusieurs raisons. Je pense que les défaites de 2011, on y reviendra, je reviendrai aussi quand vous regardez ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, en Libye aujourd'hui, en Syrie aujourd'hui. Marx disait qu'après 1848, que pratiquement tous les chapitres de la Révolution étaient intitulés « La défaite », et on a l'impression qu'on est en face d'un événement d'une défaite assez massive. Et donc, du coup, il est très difficile de s'appuyer sur l'héritage de 2011 pour justifier 2019-2021. Mais il y a aussi, c'est que l'Europe est orpheline de ses indignés en 2011, 2008, 2010, 2011. N'oublions pas que l'Europe était devenue le théâtre d'une contestation qui s'appelait la nuit debout, qui s'appelait Wall Street, Occupy Wall Street aux États-Unis, qui s'appelait effectivement la République anarchiste de Athènes. Athènes était en contexte pratiquement révolutionnaire. En Espagne, il y avait effectivement le mouvement des indignés. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, l'absence d'un correspondant, d'un acteur qui pourrait répondre à ce qui se passe aujourd'hui en Irak ou au Soudan contribue aussi à leur marginalisation. Et je crois que ce n'est pas du tout une note en bas de page, le contexte de Covid qui a créé quand même une situation de peur, de cloisonnement absolu, y compris en Europe. L'Europe ne communique plus, aucune société européenne ne communique avec une autre société européenne, contribue aussi à cette marginalisation. Et pourtant, je pense que dans ces 4 pays, il s'est passé quelque chose de absolument considérable. Pour analyser le monde 2019-2021 dans ces pays-là, j'établirai un double tandem, l'Algérie et le Soudan d'un côté, l'Irak et le Liban de l'autre. L'Algérie et le Soudan, 2 pays où, pendant la révolution de 2011, il y a eu énormément de débats. La vie intellectuelle était très riche. On a commenté énormément ce qui s'est passé en Tunisie et au Caire, un peu moins ailleurs, mais en même temps, on a eu aussi l'impression que ces pays-là étaient soumis à la prédiction de Al-Mawardi. Al-Mawardi est un légiste musulman du 10e, 11e siècle. Et Al-Mawardi disait « 1000 ans de tyrannie valent mieux qu'1 minute d'anarchie ». Une sorte d'obéissance pour éviter le chaos, l'acceptation du règne d'un Léviathan de plus en plus à la dérive, un Léviathan qui ne protège plus du tout de la société pour ne pas tomber sous le règne de Behemoth, cet autre monstre dont la charge, dont la fonction est de surplomber la société pour la détruire. L'Algérie s'est mobilisée un peu en 2011, mais Mohamed, tu me corrigeras, la mobilisation maximale à Oran n'a pas regroupé plus de 7000 personnes. Et à Soudan, à Khartoum, les mobilisations ont été très faibles. Je pense qu'il y avait plusieurs raisons à cela, parce qu'en premier lieu, la pratique de la guerre.
l'Algérie avait connu une guerre absolument atroce dans laquelle le pouvoir avait été aussi criminel que les contestations, notamment de GIA. Le cartel s'était constitué, une sorte de cartel s'était constitué en dehors de toute légalité, et ce cartel se poursuivait par la suite en prenant les formes électorales, mais lesquelles formes électorales ne convainquaient plus personne. Et au Soudan, il y avait effectivement le traumatisme à la fois de la guerre de Darfour, qui par certains égards représente, à mon avis, un génocide, mais aussi la séparation du sud de Darfour, le chaos absolu dans le sud de Darfour, dans le sud du Soudan, dans le Soudan Sud, avec une guerre civile, et tout ceci avait effectivement paralysé les sociétés. Et la formation des cartels, pour moi, c'était des régimes de cartels. Un cartel, ça signifie quoi? Un cartel signifie la coopération, la collaboration autour d'un homme, des appareils d'État coercitifs, une armée, des services de renseignement multiples, une bourgeoisie comprador et la bourgeoisie kleptomane qui avait émergé dans ces années-là avait parfaitement intégré ces structures de cartels. Et ces structures de cartels, Mohamed l'a analysé à l'échelle des provinces, des périphéries d'Algérie, pouvaient localement intégrer tel ou tel acteur local, confrérique ou tribal, pour pouvoir effectivement assurer sa survie. Une sorte de cartel, et ce cartel était incarné dans le palais extrêmement quiche de Omar al-Bashir, au Soudan, et incarné par le fauteuil roulant en Algérie. Le pouvoir était sur le fauteuil roulant et le pouvoir était devenu un fauteuil roulant en Algérie. Dans les deux autres pays, l'Irak et le Liban, on avait également le traumatisme d'une guerre civile. La guerre civile libanaise de 1975 à 1989 avait été à l'échelle européenne, à l'échelle du pays. Si on fait une projection de cette guerre, ça nous donnera autant de victimes que la Deuxième Guerre mondiale. Quelques 180 000 morts et de disparus sur une population de moins de 4 millions de personnes. Et l'Irak a connu non seulement des guerres extérieures, 1980-88 avec l'Iran, 1991, 2003, mais aussi une politique, une double nettoyage ethnique, 2004-2007 et 2014-2017, avec l'émergence de l'État islamique. Et dans ces deux pays-là, le cartel qui s'était constitué représentait l'ordre milicien. Autrement dit, ceux qui avaient plongé la cité arabe, en l'occurrence le Liban, la société libanaise et la société irakienne, s'étaient constitués en quelque sorte en maîtres de ces pays-là, avaient imposé une sorte d'ordre milicien et avaient pris en otage la société dans sa totalité. Et la société était invitée à obéir pour ne pas retomber dans la période de stasis, autrement dit, la guerre, l'état de nature, la destruction de tous par tous. Et au nom de protéger la société de Behemoth, ce cartel s'était imposé ou s'était transformé en son tour en une sorte de Behemoth. Et une sorte de Behemoth avec dans chaque cas une dimension profondément confessionnelle, une dimension profondément confessionnelle, je reviendrai, autrement dit, la naturalisation, voire la biologisation des appartenances confessionnelles. Donc le contexte dans lequel les contestations révolutionnaires ont commencé, c'était ce contexte de double tandem ou de deux configurations distinctes, mais analogues pour l'Algérie et le Soudan, et de l'autre côté pour l'Irak et pour le Liban. Alors, qu'est-ce qui a marqué 2019-2021 ? Je crois que l'un des premiers points qu'il faut souligner, c'était la participation massive de la société. Dans les 4 cas, on a eu des mouvements qui ont pu résister même à la Covid. La Covid a servi d'une sorte de brise-révolution. Malgré cela, on a eu des semaines et des semaines et des semaines de contestations qui n'ont pas abouti à grand-chose, mais ces contestations ont très clairement montré le refus de ces sociétés de subir désormais le chantage à la stabilité et à l'ordre milicien.
Cet ordre de stabilité a été rejeté pour plusieurs raisons. Parce que le prix que la stabilité milicienne ou cartélaire imposait était un prix désormais impossible à payer. En termes économiques, parce que les 4 pays étaient absolument bloqués économiquement. En termes de mobilité, parce que dans les 4 pays, les mobilités internes n'étaient plus possibles, ni en termes d'ascension sociale, mais ni en termes de mobilité spatiale en quelque sorte. Les 4 pays étaient devenus une sorte de prison impossible de quitter. On ne peut pas quitter ces pays aussi facilement pour venir en Europe comme on peut l'imaginer. Le prix était très lourd en termes d'assujettissement parce qu'accepter l'ordre des miliciens, l'ordre milicien signifie qu'effectivement vous assurez votre survie, mais en même temps vous ne pouvez pas survivre en tant que citoyen. Vous renoncez à être sujet au sens sociologique du terme pour accepter d'être assujetti, et c'est à cette condition d'assujettissement que votre survie est assurée. Et vous acceptez finalement l'éternité de pouvoir, mais laquelle éternité de pouvoir ne vous apporte pas nécessairement la paix, parce que l'histoire de ces pays-là, malgré tout, était ponctuée par des périodes d'extrême violence ou de guerre ou de destruction. Et je crois que dans les 4 pays, il y avait aussi un refus, le refus de principe électoral tel qu'il avait été imposé. Certes, à la fois en Algérie et au Soudan, en Irak et au Liban, les élections avaient lieu. Mais ces élections constituaient une sorte de rituel représentant des repères internes dans l'histoire des régimes, dans l'histoire de l'ordre milicien ou de cartel, et non pas des élections susceptibles de changer, de transformer quoi que ce soit. Et n'oublions pas qu'en Tunisie et en Égypte aussi, les contestations ont commencé parce que les élections telles qu'elles avaient été organisées devenaient une sorte d'insulte à l'électeur. Le 6e mandat de Ben Ali, le je ne sais plus combien de mandats, 5e, pardon, c'est 5e, et voilà, de Moubarak, l'appareil électoral était mobilisé, mais les élections, comme moment, ne devenaient pas ce moment d'incertitude, mais le moment de renouvellement de la certitude. Et dans les derniers cas, je crois, le Liban et l'Irak, il y avait aussi un autre refus, le refus d'être une société organique, de se constituer en communauté sunnite ou chiite, politique, militaire, religieux, tout à la fois, et de ne pas pouvoir se penser comme une société politique, autrement dit, comme une société divisée politiquement autour des enjeux transversaux, horizontaux, qui lieraient les sunnites et les chiites, qui opposeraient les sunnites et les chiites aux autres sunnites et chiites, mais qui condamneraient à chaque chiite de rester chiite et à chaque sunnite de rester sunnite. Cela était devenu quelque chose qui avait pris une dimension sociale darwiniste. La guerre de tous contre tous, la perception de des sociétés comme des ennemis les uns des autres, qu'on avait vu en Europe de 1870 à 1945, se vivait désormais au niveau des quartiers. Vous pouviez être communiste, athée, à condition que vous ne cessiez pas être chiite, à condition que vous ne cessiez pas être sunnite. Car on ne peut pas quitter un corps organique. Or, un corps organique signifie qu'on a constitué ce corps en corps organique en lui interdisant en quelque sorte toute projection dans l'avenir. Un corps organique, c'est un corps qui a une tête, un corps qui a des bras, un corps qui a des jambes, un corps qui se pense en termes de cellules et qui se nettoie par le nettoyage ethnique de ces cellules dites défectueuses. Et je pense qu'aussi bien en Irak qu'au Liban, il y avait également ce rejet de confessionnalisme. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a pu discuter de confessionnalisme en Tunisie, personne ne peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le confessionnalisme. Parce que la réalité tunisienne est très différente, la réalité égyptienne est très différente aussi, malgré la présence de la question copte. Mais la question copte, c'est la minorisation d'une communauté chrétienne en terre d'islam et ne relève pas du tout de l'intérieur même de l'islam, alors qu'en Irak et au Liban, la principale question, c'était ça. Et je crois que 3 ans après,
comme j'ai dit, le mouvement révolutionnaire ou la contestation révolutionnaire n'a pas cessé, mais on peut tirer un bilan, et ce bilan, malheureusement, n'est pas un bilan positif. En Irak et au Liban, on a l'impression que la brutalité l'a emporté. La brutalité, notamment en Irak, parce que les milices constituées sous le nom de Hashd al-Shabi, les volontaires, les forces populaires volontaires, qui sont directement liées à l'Iran, il faut le reconnaître, ont en grande partie imposé leur domination sur le pays. Elles ont constitué des checkpoints. Désormais, si vous quittez Bagdad vers le sud, vous payez $10. Ne serait-ce que le checkpoint de Bagdad vous apporte $100 000 par jour. Donc, il y a une sorte de mainmise prédatrice sur la société. Et ces milices-là ont constitué un parti politique qui a certes été affaibli au cours des dernières élections, mais la question principale, c'est comment une coalition de 40 milices peut se constituer en parti politique. C'est là que vous voyez effectivement la dimension de communauté organique. Et ces milices-là, aujourd'hui, veulent avoir la peau de Premier ministre de l'ouverture qui est Al-Qadimi. Et au Liban, le cas libanais, quand je parle de Liban, quand je vais au Liban, je suis littéralement estomaqué, le mépris absolu. L'ordre milicien est devenu aussi un ordre de mépris absolu de la société libanaise. Derrière cet ordre milicien, il y a aussi une kleptocratie. 3700 personnes au Liban ont plus de richesses que 2 millions de Libanais. Et il y a une politique ouvertement prédatrice sur les devises fortes de Libanais, jusqu'à 60-70%. Donc il y a une politique d'appauvrissement total de la société, une condamnation totale de la société à la pauvreté extrême, qui explique que 275 000 personnes ont quitté le Liban au cours de seulement 6 mois. Ça veut dire l'élite et le pays est non seulement l'otage des milices, mais aussi leur patron, l'Arabie saoudite, l'Iran et de plus en plus la Turquie. Et ailleurs, je pense que l'échec est aussi assez clair. En Algérie, je crois que bon, là, on ne peut plus de tout se leurrer. Le système qui a été imposé avec le président Tebboune et le FLN régénéré pour la 15e fois pour se trouver dans une situation de nouveau comatique, vit de son inertie. Et au Soudan, devant nos yeux, un conseil militaire qui a renversé le Premier ministre ou l'a obligé, dans un deuxième temps, de démissionner, contrôle la situation. Donc, échec de 2011, quelques années après l'échec de 2019-2021, et en même temps, je pense que là, ça sera trahir les sociétés arabes, pas uniquement le 2011, mais les sociétés arabes, si on niait l'importance de ces aspirations à l'égalité, à la liberté, à la dignité, ces aspirations à la division, à la conflictualité sociale, ces aspirations à refuser d'être otage de la certitude du pouvoir, on ne trahirait pas seulement les sociétés arabes, mais on trahirait aussi la démocratie et la société universelle d'une manière générale. Quand on lit Freud, il parle de du malaise dans la civilisation. Quand il y a le malaise dans la civilisation quelque part, ce malaise est dans l'universel. Ce qui se passe aujourd'hui, le monde arabe, c'est moi. Le monde arabe, c'est vous. Comme dirait Flaubert, Madame Bovary, c'est vous. Et je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il faudrait que les démocraties se rappellent qu'en trahissant 2011 et en abandonnant les contestations de 2019, 2021, 2022, on a aussi abandonné la cause démocratique. Mais il y a aussi une question à se poser, et c'est une question qui n'a plus rien à voir avec la révolution, mais qui est une question que je me pose par rapport au Moyen-Orient, la question des responsabilités. Comment ça se fait que 100 ans après les indépendances, 60 ans après les indépendances, après la vague de nationalisme des années 20, 30, 40, après la gauche des années 60, 70, après l'islamisme des années 80, 90, pourquoi on en est encore là? Comment expliquer qu'en Irak seul,
plus de 1000 attentats suicides peuvent avoir lieu de 2003 à 2010. Comment ça se fait qu'un Nahda n'arrive pas à tirer les conséquences de sa propre histoire de défaite, car la défaite n'est pas uniquement la défaite de Ben Ali, mais c'est aussi la défaite de l'islamisme dans toutes ses configurations. Comment ça se fait qu'effectivement les sociétés du monde musulman, du Moyen-Orient plus particulièrement, externalisent toujours la responsabilité, assumant totalement l'action, la liberté d'action, mais jamais la responsabilité étant déléguée à l'Europe, au sionisme, à l'impérialisme, au puits de destin, à la roue de fortune. Voilà, je ne suis pas du tout philosophe et je n'oserais pas parler devant Gaël, mais bon, d'Aristote à Hannah Arendt en passant par Kant, la question de la responsabilité conditionne la liberté. Et comment aujourd'hui on doit assumer la responsabilité de l'action, je crois que cette question, pour moi, de plus en plus est plus importante, en tant que citoyen, je parle, que la question de l'urgence révolutionnaire ou de l'urgence de contestation qui est toujours là. Je vous remercie de votre attention.